Bonjour à Gigba et à Djibo, bonjour à Koudougou et à Bobo Dioulasso, bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité, votre rendez-vous quotidien de décryptage des faits marquants d'ici et d'ailleurs. Nous parlons aujourd'hui des enjeux et des défis qui se posent aux médias dans le contexte de crise multiforme que vit actuellement le Burkina avec Moussa Sawadogo, journaliste, formateur en sciences et techniques de l'information et de la communication. Bonjour Monsieur Sawadogo. Et merci d'honorer notre invitation. Merci pour l'invitation. Deux juges, Bernard Bougma et Geoffroy Vara, sont sur leur siège pour l'audience de ce lundi. Bonjour juge Bernard Bougma. Bonjour président Tomangui, bonjour juge Vara, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à tous, bonjour à toutes et une pensée pour nos auditeurs de Watt FM qui ne peuvent pas nous suivre depuis quelques jours en raison des dégâts causés sur nos installations par la bourrasque de vent du 9 juin dernier. Une fois de plus, bienvenue aux téléspectateurs de Tri TV à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité qui démarre avec la traditionnelle séquence des avant-propos des juges que je convoque à présent. Entre coup de cœur et interpellation, c'est la séquence avant-propos des juges, mais comme tous les lundis, le juge Bernard Bougma nous a accoutumés à sa minute motivation. Merci. Aujourd'hui, c'est une citation de Alexandre Cormon que je partage avec les uns et les autres. Et je cite, « Les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau qui monte autour d'eux. Ils coulent à cause de l'eau qui rentre à l'intérieur. Ne laissez pas les événements qui surviennent autour de vous pénétrer votre esprit et vous faire couler. » Fin de citation. Autrement dit, il faut protéger son mind, il faut protéger son intérieur, comme on le dit. C'est de l'intérieur, effectivement, que les choses commencent. Parce que quand ça ne va pas à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur. Même votre sourire, si c'est un sourire qui traduit un état intérieur troublé, ça va se ressentir. On verra des dents dehors, on vous dira ça va, oui, ça va, alors que ça ne va pas. Vous dites un ça va qui ne va pas. Donc, parce que à l'intérieur, ça ne va pas. Donc, ce qu'il y a à régler, c'est d'abord les questions intérieures. Ce sont les troubles intérieurs. Faire la paix à l'intérieur de soi-même pour pouvoir maintenant agir. Sinon, ça va couler comme effectivement le bateau qui coule, mais pas l'eau qui gravite autour du bateau, mais c'est l'eau qui effectivement qui rentre à l'intérieur. Donc, comment allons faire maintenant pour qu'effectivement ces choses-là, on puisse les gérer au mieux? Je pense que pour peu qu'on ait de la bonne volonté, on peut apprendre effectivement à faire un calme intérieur, à se protéger de l'intérieur et ne pas se polluer par les événements extérieurs. En attendant, je souhaite une très bonne semaine aux uns aux autres, beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, à tous ceux qui sont dans l'humanitaire, comme femmes comme hommes, et qui s'investissent pour que les uns et les autres qui sont dans la détresse puissent avoir un brin de sourire et d'espoir. Magnifique semaine à tout le monde. Et après cette minute de motivation du juge Bernard Bougma, nous écoutons à présent le juge Geoffroy Vara pour son avant-propos. Merci président. Mon avant-propos, ça va concerner l'agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire qui doit lancer officiellement ses activités aujourd'hui même. Je pense qu'il y a 4 grands projets, dont Sofato qu'on connaît, semi-mines mécanisées et puis aussi dans la transformation qui devraient être lancés. Donc demander aux uns et aux autres, pour ce qu'ils ont comme en tout cas épargne, de constituer une bonne petite partie pour pouvoir prendre des parts dans ces projets-là. En tout cas, c'est très intéressant. On a pu recevoir hier le directeur général de l'APEC au journal du dimanche au soir, qui a un peu expliqué encore la dynamique qui est impulsée par le président Ibrahim Traoré. En tout cas, il y a du bon. Parce que d'abord il y a des secteurs qui ont été ciblés sur lesquels c'est pas forcément casser des monopoles, mais je pense qu'on doit travailler à avoir une bonne offre autocentrée. Et donc il faut travailler à s'organiser. Et pour la question de la mobilisation des ressources, compter sur les Burkinabés eux-mêmes. C'est le principe même du caractère communautaire de l'initiative. Maintenant derrière il faut de la rigueur. C'est intéressant que l'APEC
prennent des parts minoritaires dans la plupart des projets pour avoir un genre de regard. C'est intéressant parce que quand c'est l'État, parce que quand on voit un peu l'État ne peut pas se permettre de collecter l'épargne comme ça, c'est pas possible. On l'a vu avec même certaines entités qui ne sont pas autorisées ont eu le doigt brûlé là-dessus. On se rappelle avec notamment la question de business sur Internet ou quoi que ce soit. C'est ça la réalité. Donc il faut être constitué de façon spéciale pour cela. Maintenant, les coopératives peuvent le faire. C'est pour ça que l'État est derrière. Il essaie de booster. Eux vont collecter. Et puis après, il aura la rigueur aussi de celui qui appelle tout le monde à venir, c'est-à-dire l'État. Et il reste en prenant aussi une part minime à l'intérieur pour continuer d'avoir son droit de regard. Donc s'il n'y a pas cette rigueur, les gens peuvent bien se constituer. Le projet peut être solide. Mais après, c'est des milliards parce que c'est ce qu'on aura à collecter. Il faut bien regarder dedans comment c'est géré. Ce n'est pas la première fois qu'on tente ce genre de choses. Maintenant, très souvent, on est rattrapé par le manque de rigueur qui est le nôtre, où on appelle tout le monde à venir cotiser et ça devient à la fin l'affaire de certains. Et puis en même temps aussi, il faut travailler à ce que, puisque c'est, j'ai dit la dynamique et le communautaire, que ceux qui sont trop puissants ne soient pas ceux-là qui s'accaparent tout, qui soient les... parce que c'est des parts que vous prenez en fait. C'est des parts que vous prenez, qui ne soient pas aussi les actionnaires majoritaires dans les projets qui sont les plus viables et qui décident un peu de tout parce qu'ils ont la plus grosse part de l'entreprise. Donc il y aura des plafonds à faire, il y aura beaucoup d'éléments à ajuster à l'intérieur. Mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ça marche parce que les secteurs qui ont été ciblés, vous voyez, c'est l'agriculture, c'est un peu la question de la transformation, c'est aussi l'industrie dans une certaine mesure parce que quand on parle des mines, il y a des niveaux pour aller, c'est un peu plus compliqué, mais on est dans le semi-mécanisme. Je pense que c'est déjà intéressant ce qui est initié et qui débute aujourd'hui. Il reste la rigueur et on compte sur l'État pour cela. Dernier avant-propos, ça sera très rapide. On a eu un fort vent et vous avez vu les désagréments que cela a causé. On s'est excusé déjà par des messages, mais c'était pour dire merci à tous ceux qui ont envoyé des messages de réconfort et des messages aussi assez forts pour soutenir le média, le groupe de TGP. C'est pour leur dire merci et on est en train de régler les choses pour que tout revienne dans l'ordre. En train de régler les choses pour que tout devienne dans l'ordre. En tout cas, l'ordre des choses, c'est une nouvelle semaine qui commence et c'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette nouvelle semaine. C'est une audience qui évoque l'environnement et les défis des médias dans le difficile contexte sociopolitique, économique et sécuritaire du Burkina avec notre confrère Moussa Sawadogo qui a donné récemment plusieurs formations sur cette question. Formateur justement en sciences et techniques de l'information et de la communication, Moussa Sawadogo a notamment parcouru plusieurs chantiers africains comme au Rwanda, en Tunisie, en République centrafricaine, mais aussi européens et sud-américains sur des problématiques liées à la sécurité. Avant d'en arriver au vif du sujet, c'est un confrère, mais on parle des médias et nous sommes concernés aussi par cette question. Vous avez peut-être quelques préoccupations générales, d'ordre général pour Moussa Sawadogo. Bernard Bougman dit non. Geoffroy Bara? Non, on va aller dans les faits. On va aller dans les faits. Donc, on parle de médias et de sécurité. Et pour collecter et diffuser les informations, on est dans une situation sociopolitique et sécuritaire difficile. Alors, quelle cartographie vous faites pour le moment du travail des médias et des contraintes liées à ce contexte-là? Ok, merci Monsieur le Président, merci au juge pour votre invitation. Avant de répondre à la question, je voudrais d'abord exprimer ma solidarité avec l'ensemble des travailleurs de Tru TV et de Watt FM par rapport aux dégâts matériels que vous avez subis à cause du vent. C'est toujours vraiment difficile en tant qu'homme de médias de voir que certains de vos éditeurs ne pourront pas suivre cette émission-là, mais j'espère que c'est quelque chose qui va rentrer rapidement dans l'ordre et je tenais vraiment à vous faire part de ma solidarité sur cette question-là. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, je pense que les médias burkinabés sont aujourd'hui à un tournant.
un tournant très décisif. Mon professeur Benoît Grévis avait l'habitude de dire que les médias se définissent toujours, ou le journalisme se définit toujours par la faute. C'est-à-dire que c'est quand la société est souvent en crise qu'on remet vraiment en cause un certain nombre de pratiques journalistiques. Et aujourd'hui, c'est vrai que la presse burkinabé, qui connaissait déjà des crises un peu économiques et tout, se trouve aujourd'hui face à une situation où cette presse-là, elle est beaucoup sollicitée pour pouvoir donner l'information vraie, parce que malheureusement, depuis quelques années, les journalistes ont perdu le monopole de la production et de la diffusion de l'information. Mais chaque fois qu'il y a crise, et dans cette ambiance d'info, d'infox, de fausses nouvelles, c'est toujours vers la presse qu'on revient pour avoir la vérité. Malheureusement, dans le cas du Burkina, cette presse-là se trouve dans des situations beaucoup plus compliquées. D'abord, les questions économiques, comme je l'ai dit, mais aussi la situation, l'ambiance politique même, qui fragilise un peu les médias. Et à côté de ça, il y a le fait aussi que cette crise-là est nouvelle pour les journalistes. Quand on nous formait à l'université, je pense que personne n'a reçu des cours pour pouvoir faire face à des attaques de nature terroriste. Et ça va nous amener à réinventer en quelque sorte le travail. Donc actuellement, nous sommes entre, je pourrais dire, le marteau et l'enclume. Parce que on est dans une situation où la population attend beaucoup de nous. Mais le contexte, l'ambiance fait qu'il y a de plus en plus la peur qui gagne les journalistes, et donc le journaliste va se retrouver face à une difficulté même pour exercer sa mission sociale et son rôle social. Et je pense que tout ce qui a été dit et tout le travail qui est en train de faire, c'est comment on va intégrer ces nouvelles données-là dans la pratique journalistique pour que le journaliste puisse quand même conserver la qualité de son travail, puisse être crédible et plus être professionnel. Mais je pense qu'on reviendra sur les débats, mais la question actuellement est beaucoup inquiétante. La question inquiétante, nous dit notre invité du jour, alors Bernard Boukman. Oui, effectivement, bon, la réalité c'est que les relations entre les médias et ceux qui exercent le pouvoir n'ont jamais été un long fleuve tranquille, compte tenu de réalités et de l'histoire. Donc maintenant, dans notre contexte, le maître mot clamé par les autorités, c'est il faut accompagner, nous voulons accompagner la dynamique. Dans ce contexte-là, si accompagnement il y a, comment est-ce que ça doit se faire et comment est-ce que ça peut se faire? Ok, merci, juge Boukman. En fait, pour moi, cette question ne devait même pas se poser. Parce que je vais d'abord un préalable. Je pense que le journaliste professionnel, son rôle n'est pas d'accompagner un gouvernement, quelle que soit la nature de ce gouvernement. Il y a des communicateurs pour ça. Le rôle social du journaliste, c'est de travailler dans l'intérêt général de la population. S'il se trouve que le gouvernement agit dans le sens de l'intérêt général, voilà, il y a une rencontre, on peut s'accompagner. Mais il se trouve que le gouvernement ne travaille pas dans le sens de l'intérêt général, il est du devoir du journaliste de critiquer cela, de dénoncer cela, parce que ce qui est important, ce n'est pas d'accompagner un gouvernement. Les gouvernements passent, les journalistes restent. Le plus important, c'est l'intérêt général. Donc, dans le contexte actuel, c'est que le journaliste burkinabé doit savoir, aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt général de tous les Burkinabés. C'est sur quoi on doit se focaliser. Et à partir de ce moment, travailler à montrer les problèmes qui se posent à la société. Et on pourrait même, à travers cette manière de faire, aider le gouvernement à donner de l'information au gouvernement à travers ces communicants qui vont faire des revues de presse, l'analyse des récits médiatiques, pouvoir déceler des problématiques, des préoccupations et les proposer à leurs patrons pour qu'ils prennent des décisions idoines dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça. Or, le problème qui se pose aujourd'hui, quand on parle d'accompagner le gouvernement, c'est qu'on a l'impression que le gouvernement veut que le journaliste l'accompagne, dit ce qu'il veut entendre, mais sans la partie critique.
Donc, conséquence, on a envie de transformer le journaliste en communicateur. Or, ce n'est pas son rôle. Donc, c'est pour cela, je dis qu'il faut que les journalistes soient très clairs, parce que beaucoup de régimes se sont succédés. On a vu ici des journalistes qui étaient des journalistes de tel parti, de tel parti. Le parti n'étant plus là, et ces journalistes-là, aujourd'hui, sont en train de raser les murs. Donc, ce n'est pas le travail du journaliste d'accompagner le gouvernement, quel qu'il soit, mais son rôle, c'est de défendre les intérêts des choses et peut-être d'amener le gouvernement à mieux comprendre la population, amener le gouvernement à mieux prendre en compte les préoccupations des populations au-delà des calculs politiciens ou des agendas cachés, etc. Et je pense que c'est là où le journaliste pourra faire un bon travail. Oui, Geoffroy Vara. Oui, sur la question toujours, moi je rappelle un peu l'argumentaire que l'on oppose souvent à cette façon de voir les choses qui pour beaucoup reste dans la théorie et ne tient pas compte des contextes. Pour certains, on a vu sous Blaise Compaoré, il y a une presse qui a été active et qui a joué un rôle, pas pour ou contre quelqu'un, mais pour ce qui est juste pour le Burkina Faso. Cette même presse, elle est restée, il y a eu l'insurrection populaire, il y a eu la transition qu'on a eue, avec laquelle aussi, elle n'a pas été forcément tendre. Je parle de la période de Yacouba Isaac Zida et l'ancien président Michel Kafondo. Et après, il y a eu Roch Kaboré, l'ancien président aussi qui est venu avec ses hommes. Et on a vu les insatisfactions sur le plan sécuritaire. La presse a donné la parole à tout le monde. Et je crois qu'il a été opposé au régime un genre de miroir. Soit s'assumer, regarder comment est-ce que les choses se passent, ou bien, voilà, subir peut-être ce qui pourrait arriver. On n'a pas forcément voulu que les choses soient arrivées. Et certains disent, bon, on est arrivé maintenant, là, on est toujours en guerre, on cherche à trouver une solution, on est assez fragile, la situation, elle est très difficile, et quelquefois, trop critiqué, ça fait comment dire ça, ça fait un peu le travail pour l'autre. Et que ça fragilise davantage un pays qui est dans une situation assez compliquée. Et que continuer comme ça, c'est pas bon. Oui, je suis totalement d'accord parce que, vous savez, quand il y a une crise comme celle qu'on vit actuellement, une crise de nature sécuritaire, il faut essayer de comprendre d'abord comment fonctionne une crise. Quand la crise advient, la première des choses, ça fragilise toutes les structures étatiques. Deuxièmement, ça crée le chaos dans la gestion même des structures étatiques. Ensuite, au sein de la population, ça crée la méfiance, ça crée la peur, ça crée les incertitudes du lendemain. Ça crée une certaine méfiance entre même les citoyens. Donc, aujourd'hui, ça brise le référentiel qu'on avait du vivre ensemble. Donc c'est ça, on est dans une situation de chaos. C'est pour cela que quand on parle de crise, il y a un risque de disparition de l'État. Et je pense que tous nos hommes politiques nous ont dit ça. Donc on est dans une situation où, face à la peur, toutes les émotions vont monter, le raisonnement rationnel va se trouver un peu amenuisé. Donc il y a situation. Problème. Donc, le rôle de l'État, c'est de faire quoi? C'est d'essayer de rétablir cette confiance-là, cette quiétude-là. Et c'est pour cela que le journaliste doit travailler dans l'intérêt général. L'intérêt général, comme je le disais aujourd'hui, le journaliste doit comprendre qu'aujourd'hui, il faut qu'il travaille dans le sens à ramener la paix. Il faut qu'il travaille à ramener des référentiels, c'est-à-dire les valeurs qui font que nous sommes tous des Burkinabés. Ça, c'est le travail du journaliste. Mais il le fait pas parce qu'il soutient ou il est contre un parti, il le fait parce que c'est l'intérêt général. Donc, à partir de ce moment, la critique, il faut l'accepter. Et je disais que le journaliste doit se redéfinir par la faute parce que je vais me référer par rapport à la Fédération des professionnels, des journalistes du Québec, qui dit que le rôle essentiel du journaliste aujourd'hui, ce qu'eux appellent le journaliste moderne, doit se voir à 3 niveaux. On nous a dit à l'école que le journaliste, c'est d'abord les faits. Les faits sont sacrés. Voilà. Je pense que c'est la matière première du journalisme. Or, depuis quelque temps, nous avons perdu le monopole des faits.
Vous allez sur les réseaux sociaux, des trucs. Aujourd'hui, souvent même, nous sommes même en retard sur les faits. Les réseaux sociaux sont là. Et c'est pour cela que d'un côté, on voit ce que l'UNESCO dit, il faut faire la différence entre les producteurs et diffuseurs d'informations, où on met les lanceurs d'alerte, les activistes et tout. Qui ont beaucoup plus de moyens même que souvent les médias. Et à côté, il faut voir les journalistes qui sont aussi des producteurs, des diffuseurs d'informations, mais qui sont régis par des normes, le code d'éthique et de déontologie. Donc, à partir de ce moment, ça va poser un problème. Il faut qu'on fasse la différence entre journalistes et les autres producteurs d'informations. Le deuxième niveau, c'est que face à une situation d'infodémie, aujourd'hui on a tellement d'informations, l'intox, les fake news sont devenus une réalité. Comment la population fait pour faire le tri? C'est là encore où le journaliste va intervenir. D'abord pour comprendre le phénomène. Parce que si vous prenez la question du terrorisme aujourd'hui, c'est très complexe. Il y a tellement, on nous parle même de crise multidimensionnelle, de guerre asymétrique. Tout ça, ça signifie quoi? Et c'est là où le deuxième niveau du journalisme intervient, l'analyse. Analyser, décrypter, expliquer pour que les populations comprennent la réalité des choses. Au-delà de leur balancer des faits bruts, où souvent face à des millions et des millions d'informations, ils n'ont pas le temps de faire le tri, et donc finalement, au lieu d'informer les populations, ces informations, ce excès d'informations a fini par abrutir même les populations. Donc le journaliste va intervenir à ce second niveau-là pour analyser, décrypter, expliquer les faits. Donc le troisième niveau, c'est qu'à un certain moment, la population a envie de savoir, mais en définitive, on fait quoi? C'est là où le journaliste va intervenir aussi avec son commentaire, où il va faire des propositions. Après avoir analysé, il va faire des propositions. Et c'est au niveau des propositions où je pense que le journaliste aujourd'hui peut aussi apporter une valeur ajoutée dans la recherche de cette solution-là. Mais cette proposition ne doit pas être coercitive. C'est-à-dire, ça ne doit pas être quelque chose où le journaliste pense qu'il a raison, voilà, il impose. Non, c'est une proposition de lecture et de compréhension. Parce que, comme le disent les Canadiens, en définitive, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de permettre à nos concitoyens de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent. Et à partir de cette compréhension-là, chaque citoyen pourra prendre une décision éclairée. Parce qu'on lui a donné les faits, on a analysé pour qu'il comprenne, on a même proposé des pistes de réflexion, mais quitte à lui maintenant d'ingurgiter tout ça, de digérer tout ça et de se faire une image très proche de la réalité. Et à partir de là, pouvoir prendre des décisions. Ce que vous dites, c'est très intéressant. Hein, mais vous savez, ceux qui regardent un peu notre boulot, qui sont les destinataires de ce qu'on fait, ils réagissent par l'exemple. Ils disent, ok, c'est bien. Quand on entend les discours des journalistes, je rappelle les critiques que nous entendons tout le temps. Et quand on entend les discours des journalistes, non, laissez-nous faire notre travail. Nous, notre rôle, c'est pas d'accompagner, c'est de vous apporter l'information vraie, c'est de faire ceci. On ne vous demande pas ça. Vous, votre métier là, c'est pas vous qui l'avez inventé, c'est les Blancs là qui vous ont envoyé ça ici. Vous parliez du Québec tout à l'heure, Canada. Mais regardez ce qui se passe dans la crise russo-ukrainienne. Vous regardez le traitement européen de la crise. Ils ont mis tout ce que vous dites là de côté. Ils sont en guerre et donc ils font ce qu'il faut par rapport à la guerre. Ils ont choisi leur camp. Et que c'est ce qu'on vous demande de faire. C'est aussi ce qu'on nous dit des fois. Et c'est le même métier qu'on exerce. Et quand on regarde, je ne dirais pas qu'ils ont raison, mais ils n'ont pas tort. Avec les exemples qu'ils prennent. Non, je trouve qu'ils n'ont pas tort. Je pourrais même dire qu'ils ont raison. Puisque je vous ai dit que dans une situation de crise où c'est le chaos, on n'a plus de référentiel, on est un peu perdu, on a envie d'avoir un fil conducteur. Ça, c'est vrai. Mais il faut faire très attention. Moi, d'abord, la presse internationale, pour moi, forcément, n'est pas preuve de qualité. C'est pas parce que c'est la presse américaine ou française qui a parlé que c'est forcément preuve de qualité. Il faut faire très attention là-dessus parce qu'aujourd'hui, je regardais même sur LCI ce rapport de la CIA où la CIA disait que le gazoduc qui a sauté, ce sont les Ukrainiens qui l'ont fait.
Voilà, et les médias ne sont pas d'accord. Certains trouvent que c'est pas possible. Donc il faut faire très attention. C'est pas parce que ça vient de la France que c'est un référentiel. J'ai même des exemples que je peux donner où des médias officiels français sont à fond dans les fake news. Ça, on en a à l'appel des exemples comme ça. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est vrai que quand j'ai dit très bien, le journaliste doit comprendre quels sont les intérêts supérieurs de son pays aujourd'hui. Il faut qu'on fasse ce travail-là d'abord. Si on comprend, au-delà de ce qui nous unit là, qu'est-ce qui nous divise, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers quelque chose de commun, d'un intérêt supérieur commun. À partir de ce moment, oui, si le gouvernement fait des choses allant dans ce sens, je peux écrire, décrypter, expliquer et dans mon commentaire, l'accompagner. Ça, j'ai le droit de le faire en tant que journaliste. Mais si je trouve que le gouvernement va dans un sens qui peut-être c'est une solution ponctuelle pour régler un problème ponctuel, mais sur le long terme ça ne va pas prospérer, je peux aussi analyser dans mon commentaire et dire pourquoi je ne suis pas d'accord. Vous voyez? Donc c'est d'abord ce premier travail-là qu'il faut faire. Et là, moi, ça va me ramener, souvent, je dis toujours dans mes formations, le journaliste, la parole du journaliste ne doit pas être contestée par n'importe qui. C'est une parole d'autorité. Donc, il faut qu'on prenne le temps de nous informer, de nous cultiver. Quand je parle de faire l'analyse, on ne se lève pas pour faire une analyse si on n'a pas un background. On ne se lève pas pour faire un commentaire si on n'a pas des éléments solides. Donc, il faut qu'on prenne le temps de mieux comprendre ce que notre pays est aujourd'hui et maintenant, on va accompagner. Et l'autre élément, je peux vous le dire parce que travaillant sur le rapport sur l'indice de liberté au Burkina, la population, ce que je vais appeler la masse confond. Elle ne sait pas ce que c'est qu'un journaliste. Oui, ça c'est un autre débat aussi. Voilà, elle ne sait pas ce que c'est qu'un journaliste. Parce qu'on a fait dans nos rapports, on a vu des choses, ouais, les journalistes ont dit ceci, mais quand on regarde, on dit c'est dans quel média? Non. Parce qu'il faut regarder, il faut faire très attention. Je pense, à part au début de la crise, où il y avait quelques confrères, jeunes confrères qui étaient dans les scoops, depuis quelques temps, on peut tout reprocher à la presse burkinabé, mais on ne peut pas aujourd'hui, avec des preuves, dire que la presse burkinabé jette de l'huile sur le feu. C'est pas possible. Ce qui se fait, ce sont les ici, ce sont les gens qui sont sur les réseaux sociaux et consorts. Et dès qu'il y a quelque chose sur les réseaux sociaux, on dit que c'est les journalistes. Donc je pense qu'il faut faire très attention là-dessus. Je pense que nous, les journalistes, on doit se remettre en cause, mais on ne doit pas avoir honte du travail qu'on est en train de faire. Moussa Sawadogo est notre invité pour cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la toute première audience de cette nouvelle semaine. Nous parlons bien entendu des médias. Il y a eu justement un atelier de formation des journalistes en matière de sécurité, aussi le comportement qu'ils devraient avoir face à la situation et au contexte national. C'était à Koudougou, c'était tout récent. Vous étiez l'un des formateurs. Bernard Bougma, qu'est-ce qu'on peut dire donc de cet atelier ou des défis qui se posent aujourd'hui aux journalistes? Il a un peu brossé, mais peut-être que vous avez quelque chose à ranger là-dessus. Oui, je pense que l'un des défis, après l'identification des enjeux dont il a fait, je partage parfaitement, parce que d'ailleurs au lendemain de l'insurrection populaire, après la phase de transition, quand on a eu un régime démocratiquement élu qui a commencé à à dérouler son programme, effectivement entre confrères, ces discussions-là, on les avait eues et c'était effectivement de déterminer quelles sont les priorités pour le Burkinabé, qu'est-ce qui est essentiel pour le Burkinabé. Et c'est sur quoi on peut se mettre d'accord, et c'est sur quoi on peut ne pas se mettre d'accord. Sans ce travail préalable, effectivement, à un moment donné, on va faire un travail, ça risque de ne pas coller. Donc je partage, comme on appelle ça, largement ce point de vue. Mais maintenant, l'autre défi, aujourd'hui, c'est le 2.0, c'est le numérique, c'est les médias sociaux. Oui, effectivement, vous avez dit ici, c'est devenu pratiquement le label, les ici, les irisans partagés. Vous parlez effectivement de ce nouveau modèle d'activiste qui est arrivé, ou de communiqué qui est arrivé en un temps record. À partir du 30 septembre, c'est devenu une autre chose. On avait eu une première génération d'activistes. Bon, moi je fais la part des choses entre les communicants des chapelles politiques et les activistes pur et simple, parce qu'il y a une grande différence entre l'activiste et ces communicants-là. Et puis bon, on est arrivé qu'aujourd'hui, le vrai problème même, il est là-bas. Ce n'est même pas sur les médias. Je pense qu'on nous accuse à tort
ou a raison. Même si parmi nous, il y a des confrères également qui sont vraiment à l'aise avec les réseaux sociaux, qui y sont matin et soir, parce que je ne parle pas des médias en ligne. Voilà, je ne parle pas des médias en ligne. Je parle du journaliste en tant que tel, qui est sur les réseaux sociaux. Il y en a qui publient régulièrement, qui parfois est pris à partie et tout et tout. Mais bref, il y a ce défi du numérique face aux médias classiques, surtout dans notre contexte actuel, où il y a des informations qui sont émises, mais qui ne viennent même pas de médias. Vous fouillez, ça ne vient pas des médias. Mais on dira que c'est des journalistes qui ont lancé ça. Pourtant, ce sont ces messieurs-là qui l'ont lancé. Que faire? Ok, merci. Je vais répondre à cette question à 3 niveaux. Premièrement, ce qui est en train de se passer, moi je trouve qu'il y a une responsabilité directe du politique burkinabé. Parce que on a vu, comme vous l'avez dit, des activistes qui lançaient des alertes, etc., etc. Mais souvenez-vous, je suis désolé de le dire, sous le régime Roch-Marc Christian Kaboré, c'est-à-dire c'est là où on a vu le community manager arriver partout. Nous, on a fait des études là-dessus, où même beaucoup de ministres faisaient confiance, donnaient des informations à ces jeunes-là, et les directeurs chargés de la communication du ministère même n'étaient pas informés. Parce qu'il y avait un choix, et je pense qu'il y a un des ministres, permettez-moi de ne pas citer son nom, qui a dit qu'ils sont utilisés pour donner des coups sous la ceinture. C'était d'ailleurs sur notre plateau. Voilà. Donc, l'expression est sortie. Voilà. Donc, vous comprendrez. Donc, c'est-à-dire que le politique a voulu à un moment donné utiliser ça, le 2.0, avec peut-être des jeunes qui ne sont pas formés à l'éthique et à la déontologie journalistique pour régler des comptes. Donc, juste pour assurer leur propre visibilité, etc., etc. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. C'est dans le même principe. C'est peut-être les acteurs qui ont changé, mais c'est le même principe qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et la seule différence aujourd'hui, c'est que ces acteurs-là sont devenus de plus en plus violents. Parce que vous avez vu, moi j'ai été choqué quand j'ai vu comment ils expliquaient comment incendier la maison d'un journaliste avec 10 litres d'essence, etc. Donc on a même vu des attaques, des choses. Donc à partir de ce moment, je pense que le principe reste le même, mais ce sont peut-être les acteurs qui ont peut-être évolué. L'autre élément, c'est que, et je pense que le CSC est en train de travailler là-dessus, il faut avoir le courage de le dire, il y a certains activistes qui ont tellement de followers qu'ils ont plus d'audience que certains médias. Donc ça pose problème. Or, la question qui est là, c'est de faire qu'est-ce qu'on fait? Parce que ces activistes-là rentrent en concurrence directe avec nos médias. Donc, et je pense qu'au niveau du CSC, il y avait une démarche qui a été entreprise. Il y a eu une mission en Côte d'Ivoire pour voir comment la Côte d'Ivoire a géré ça. L'Égypte a essayé de gérer ça. C'est de se dire, à partir du moment où un individu, un activiste par exemple, a X nombre de followers, il tombe directement sous le coup de la régulation de l'autorité de régulation. Je pense que ça va permettre de mettre un peu d'ordre dans comment on appelle ça, dans les choses. Le troisième niveau, c'est vrai que souvent, il faut qu'on fasse très attention aussi. Je prends l'exemple de Independent, par exemple, en Grande-Bretagne, où un journaliste qui travaille là-bas ne peut pas avoir un compte Facebook où il va faire sortir des informations en contradiction avec la ligne éditoriale de son journal. Parce que ça aussi, ça va poser problème. Parce que vous, juge Bougouma, vous êtes identifié comme journaliste à Truth TV, etc. Donc, si vous allez dire des choses en contradiction avec la ligne éditoriale, mais les gars qui sont sur le manga, ils vont dire là, non, c'est Bougouma de Truth TV qui a dit ça. Donc, ce que vous dites est associé à votre média. Donc, mais ça va relever des chartes. Il faudrait qu'au niveau de chaque média, on puisse avoir, par exemple, des chartes qui pourraient essayer de définir, oui, je peux avoir les réseaux sociaux, je peux avoir ma page Facebook, mais attention, il ne faut pas que ce que tu dis là-bas soit en contradiction avec ce que tu viens de dire sur le plateau. Donc, et je pense que c'est peut-être à ce niveau-là aussi qu'il faudrait que nos comment on appelle ça, nos médias aillent. Maintenant, un journaliste qui quitte un média pour aller exclusivement sur les réseaux sociaux, est-il encore un journaliste? Voilà, je pense qu'il faut se poser cette question. Est-ce qu'il agit encore comme un journaliste? Or, au regard de la loi qui définit le métier de journaliste, on peut dire qu'il y a problème.
Parce que quand tu arrêtes de travailler pour un média, tu es exclusivement sur les réseaux sociaux, je pense que tu deviens autre chose que journaliste. Peut-être que tu vas utiliser les techniques journalistiques que tu as eues pour produire tes informations, mais à ce moment, tu n'es plus un journaliste. Alors, est-ce que ce que tu dis là doit être déversé au compte des journalistes? Je pense que la question est posée. La question est posée et parfois on ne perçoit pas très bien justement les difficultés que doivent surmonter les journalistes pour bien faire leur travail. C'était sans doute aussi l'objet de l'atelier, du récent atelier. Qu'est-ce qu'il en est sorti finalement? Bon, il y a eu plusieurs ateliers, et notamment deux. Il y a un atelier qui a été organisé par la DECAF, qui est une ONG suisse qui intervient beaucoup sur les questions de sécurité, et je pense même qu'il a accompagné le Burkina Faso dans l'élaboration de sa stratégie liée aux questions sécuritaires. Donc, qui avait saisi le ministère de la Communication, qui a saisi l'ISTIC, pour qu'ils mettent quelqu'un à leur disposition qui travaille sur ces questions. Et c'est dans ce sens que l'ISTIC m'a choisi pour aller partager mon expérience avec eux. Donc, et la seconde formation qui a été tenue à Ouayouguya a été organisée par la Direction générale des médias et de la communication, donc directement par et là, on m'avait demandé de voir un peu comment les journalistes peuvent comment les journalistes peuvent contribuer à la refondation de l'État actuel. Donc, on demandait les choses. Donc, dans tous les deux cas, j'ai dit, mais il faut... la question, une fois de plus, est pertinente parce que le journaliste s'intéresse aux intérêts généraux. Et voilà que une équipe arrive... Elle dit on va refonder l'État. C'est-à-dire c'est le fondement même de notre État qui est interrogé ici. Donc c'est même notre vivre ensemble là qui est interrogé. Donc on est en plein dans l'intérêt général des populations. Donc le journaliste doit ouvrir l'œil. Il doit aller regarder. Comprendre la refondation là, ça veut dire quoi? Peut-être pour l'expliquer et aussi pour critiquer cette refondation. Mais il faudrait, et je leur disais qu'il faudrait faire très attention parce qu'en voulant transformer les journalistes en communicateurs, ils vont amener les journalistes professionnels à se braquer. Parce que ce n'est pas leur travail. Maintenant, il faudrait trouver un dispositif génial pour pouvoir mettre en relation comment les journalistes et les communicants vont travailler. Et souvent, je leur ai donné un exemple sur comment l'armée américaine a eu l'intelligence d'utiliser la liberté de presse pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe en Irak. Et je leur ai expliqué. Les Américains sont partis en Irak en tant que libérateurs. Voici comment ils ont vendu la chose. Donc, la population irakienne y a cru. On a chassé Saddam Hussein, on l'a même assassiné. On a vu les images, vive la liberté. Et quelques temps après, cette même population se retourne contre l'armée américaine, maintenant qui n'est plus une armée de libération, mais une armée d'occupation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu ce revirement? Et la solution est venue des journalistes, parce que beaucoup de journalistes se sont interrogés sur cette question-là, pour essayer de comprendre. Et le Pentagone a demandé alors à ses communicants de scruter tous les discours des journalistes pour voir est-ce qu'on peut avoir des pistes de compréhension. Et effectivement, ils sont arrivés à des systèmes où ils ont interrogé des journalistes et ils sont partis voir comment les gens ont dévié, des trucs comme ça. Et on s'est rendu compte, je vous donne un exemple qui m'a le plus frappé, un jeune universitaire qui rêvait des États-Unis, donc qui a même combattu pour que Saddam Hussein parte. Un jour, l'armée apprend que dans son village, il y a des terroristes qui sont réfugiés. Ils arrivent pour fouiller les maisons. Donc, manière à la force et tout ça. Ils attrapent le père de famille qui était dans sa maison. Pendant ce temps, tout le monde était réuni au milieu de la cour. On prend le père de la famille, on le trimballe et on le jette par terre devant sa femme et ses enfants. Et il était en boubou. Et en tombant, ses jambes étant en l'air, ses parties intimes ont été présentées à l'ensemble de sa famille et de ses enfants. Or, dans leur culture, cette humiliation-là, le fils doit le laver dans le sang. Parce que le fils ne doit pas voir les parties intimes. Donc, du coup, pour les membres de cette famille, cette armée-là qui a fait ça, on doit la détruire.
Donc, et dans l'analyse des discours médiatiques, ils ont compris que il faut faire très attention. Le tout militaire n'est plus la solution. Il faut tenir compte de la sensibilité des gens, la culture des gens. Donc, à côté du tout militaire, il faut faire attention à un certain nombre. Donc, il ne suffit pas de venir combattre, mais il faut voir la manière de combattre, pour ne pas que ceux que vous voulez sauver se retournent contre vous. Et je prends cet exemple, je dis, c'est un peu ce qu'on doit faire au Burkina ici. Le journaliste doit critiquer, doit voir, est-ce que dans la manière de faire, là, ça va? Parce que le plus important n'est pas de lutter contre le terrorisme. Le plus important, c'est qu'après le terrorisme, on doit continuer à vivre ensemble. Ouais. Voilà. Geoffroy Avara. Oui, ça c'est intéressant. Mais en même temps, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a la confusion qu'on fait relativement à celui-même qu'on critique. Parce que quand vous regardez, même quelqu'un qui passe sur un plateau en tant qu'invité, on vous dit qui est invité, c'est-à-dire qu'il n'est pas du média, c'est-à-dire c'est un débat contradictoire. On prend ses propos, on dit dans tel média là, voilà ce qu'ils ont dit. C'est ce que les journalistes ont dit là-bas. Ils oublient de dire que c'était sur un plateau de débat et la personne qui vient, par exemple, représente une idée, une forme de voir parce qu'on veut de la contradiction. Ça, c'est un. Deux, il y a même, comme vous le disiez aussi sur les réseaux sociaux, où en tout cas on ne sait plus qui est activiste, qui est journaliste, qui est ceci, qui est cela. Mais en même temps aussi, il y a beaucoup de questions à se poser. Comment est-ce que le journaliste est très vite et en un revirement de situation très rapide est devenu presque si détesté? Parce que disons les mots comme ils sont, détestés. Quand vous écoutez les émissions d'appel direct là, interactive, lorsqu'on vous parle du journalisme, on veut poser la question sur vous les journalistes, c'est ce qui revient très souvent. Alors que, par exemple, ils sont plus, je veux dire, je ne vais pas parler de tendresse, ils sont moins critiques à l'endroit de certains, par exemple, qui ont joué des rôles, qui sont des activistes, on ne va pas nommer quelqu'un ici, qui ont donné des informations de premier main, qui ont fragilisé des régimes, mais le Burkina avec, parce que c'est l'ennemi le même qui continue jusqu'à maintenant, qui n'ont plus forcément ces mêmes informations de premier main, on ne sait même pas comment et pourquoi, parce que c'était les premiers à donner les lieux de là où on va attaquer, même pas où on attaque. Quelquefois où ils sont en train de partir attaquer et que non, les gens n'avont pas réagi, c'était comme ça. Mais ceux-là, c'est comme s'ils sont réhabilités, il n'y a pas de problème. Mais le journaliste, celui qui, dans toutes ces périodes-là, a quand même été celui qui a été contributeur pour qu'il n'y ait pas de dépassement grave et qu'on puisse garder le peu qu'on a, c'est celui-là qui très vite s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Comment on peut l'expliquer? Oui, et je trouve que ça suit une certaine logique. Ça suit une certaine logique. D'abord, moi je pense que ce qui l'attaque des gens qui ne comprennent pas comment le journalisme est, je peux comprendre. Parce que, analysons le contexte. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques de la crise. Mais c'est vrai qu'on est dans une situation où tous les Burkinabés avaient peur. On a un président qui arrive à tenir un discours qui donne de l'espoir, de l'espérance. Donc, en fait, de ce président-là, on construit autour de lui un mythe vectoriel. Enfin, le sauveur est là. Donc, cette masse populaire qui a peur, cette masse populaire qui avait perdu les repères, cette masse populaire qui vivait dans l'inquiétude, voit au pouvoir actuel un élément d'espoir. Donc c'est normal que cette masse populaire-là donne tout son soutien à ce qui est en train de se passer. Ça c'est normal, c'est logique. Mais le gros problème, de mon point de vue, vient des autorités elles-mêmes. Parce que c'est vraiment pas avec joie que je le dis, mais il faut savoir que le président Ibé a contribué fortement à fragiliser et à jeter les journalistes en pâture. Voilà. Je ne vais pas revenir sur les propos tenus, apatrides, patriotes, ce qui a été dit à Kaya, tous ceux qui nous critiquent sont des esprits malins. Or, on sait que la masse critique vient des médias. Donc, qu'est-ce que vous voulez que cette personne, cette masse populaire, qui dans sa peur a fait de ce pouvoir-là, le mythe vectoriel qui va le sortir du bourbier, quand le patron de ça peut dire ceux qui me critiquent sont des esprits malins, ils ne sont pas des patriotes et consorts. Mais qu'est-ce que vous voulez? Donc cette masse-là va commencer à dire mais attention, voici ceux qui vont nous empêcher
d'atteindre l'objectif pour sortir de cette situation. Donc, on va faire du journaliste vraiment, comme on appelle, l'homme à abattre. Donc, ça, c'est normal. Et c'est pour cela, je trouve que la violence du discours politique permet à cette masse populaire-là de trouver des arguments et de dire, voilà. Parce qu'ils le font pas parce qu'ils ont particulièrement quelque chose contre le journalisme, mais ils vont le faire parce qu'ils trouvent que dans la situation actuelle, le journaliste, dans sa critique-là, devient comme un obstacle à leur idole, pour les actions de leur idole. Donc, ils vont le faire pour protéger leur idole. Or, justement, qu'est-ce qui va se passer? Le journaliste qui est entre le médiateur, entre le pouvoir et la population, doit travailler justement à ce que cette population-là, en agissant, est-ce que vous comprenez bien là où le président nous amène? Est-ce que vous comprenez bien c'est quoi le Burkina d'aujourd'hui? Est-ce qu'il faut suivre aveuglement? Ou bien il faut avoir un esprit critique? Parce que le gros problème, c'est ça. Le journaliste, en faisant ses critiques, c'est l'esprit critique qui titille. Or, dans une situation de peur, de chaos, les gens souvent ne veulent pas trop réfléchir. Et ce que j'ai dit, souvent, quand quelqu'un se noie, il veut s'accrocher à tout ce qui est solide, espérant s'accrocher à quelque chose pour sortir de l'eau, y compris un serpent qui passe par là. Voilà. Donc, et je pense que c'est pour ça que pour moi, le discours politique, il faut le ramener. Et c'est ce que j'ai dit au niveau du ministère à un certain moment. Vous ne pouvez pas demander aux journalistes de vous accompagner dans la refondation de l'État si vous entretenez un sentiment de peur au sein des journalistes, si vous tenez un discours stigmatisant, si vous n'arrivez pas à canaliser vos partisans qui continuent à critiquer les choses. Sinon, on devient communicateur, on laisse. Parce que je pense que le travail du journaliste, c'est de critiquer. Mais je fais la différence entre critiquer et les dénonciations vaines, injustifiées. Non, ça, c'est autre chose. Le journaliste, comme je l'ai dit, il part des faits, il analyse, il critique, il fait des commentaires. Et dans ces commentaires, il y a toujours des propositions. Bernard Bouma? Oui, effectivement, pour revenir sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, effectivement, ce sont les acteurs qui ont changé. Mais ce ne sont pas seulement les acteurs qui ont changé, c'est même la méthode. Avant, c'était seulement des publications, des photos exclusives des ministres, même le chef de l'État en déplacement, le PM en déplacement. Parfois, les exclusivités sont obtenues par ces officines-là. Donc, c'était une sorte de communication, mais en même temps, on insultait ceux qui ne partageaient pas forcément la même chose. Et tous les autres partis, d'ailleurs, se jouaient à ce jeu-là. Mais maintenant, les acteurs ont changé, mais la méthode a changé. C'est d'abord des vidéos ou des audios, mais très virulents, qui appellent parfois au meurtre, qui stigmatisent sur le plan de la religion, sur le plan ethnique. Là, vraiment, c'est un discours qui est devenu très dur. Mais à côté, on a aussi une autorité qui laisse faire entre griffes. Les Ivoiriens ont réglé la question. À partir d'un certain nombre de followers, vous êtes traité comme un média, mais il n'y a pas que ça. Les Ivoiriens ont fait la différence entre qui est activiste, qui est lanceur d'alerte, qui est influenceur. Au moins, il y a un contenu qui a été donné à chaque entité. Et ça permet maintenant d'agir efficacement. Ici, que tu sois communicant, lanceur d'alerte ou je ne sais pas moi, il est activiste. Alors que non. Et donc ici, j'ai dit, il y a une autorité qui regarde. Mais à côté aussi, il y a une structure de régulation, le Conseil supérieur de la communication, qui s'occupe des médias. Et quand on glisse vers les réseaux sociaux, qui a l'habitude de dire, écoutez, en ce qui concerne les régulations sur les réseaux sociaux, cela ne relève pas de moi. C'est beaucoup plus le procureur également qu'il faut voir. Donc ici, on a l'impression que sur ces questions, il n'y a pas un responsable qui doit s'assumer dans cette affaire-là. Non, c'est vrai, hein? C'est totalement vrai ce que vous dites. Et je pense que c'est ça qui est dommage. Bon, je sais que le CSC est en train de réfléchir sur cette question-là, mais il faudra vraiment une volonté politique. Parce que, au-delà même de la régulation-là, je pense qu'il faudrait que ces officines-là fassent très attention. Ouais, lors d'une formation du CODEL, la CODEL, non, je crois, à Bobo, où on m'avait demandé d'analyser les origines des fake news. Et on se rend compte que depuis 2020, la décision a été prise que Roch doit partir. Il doit être remplacé par un pouvoir militaire
Et ce pouvoir militaire doit travailler à reporter les élections. Donc moi, ce qui se passe ici, moi, ça ne me surprend pas. Et ça, ça a été fait par des ONG, des centres de recherche, et on sait qui est derrière, on sait quelle est la méthode, on sait quelles sont les tactiques utilisées. Et quand j'ai présenté ça même aux hommes politiques, mais les gars, j'ai dit, mais faites très attention. Vous pensez que les gars qui sont là, les Irissi et consorts qui sont là, c'est pas la Croix-Rouge, hein? C'est des gens qui travaillent pour des gens. Et maintenant, il faut savoir qui est derrière. Et cette grosse machine qui est derrière va au-delà même du pouvoir du Burkina Faso. Parce que c'est des machines qui sont plus puissantes que notre État. Donc, et vous allez le voir, ça se trouve parce que tout ça est inscrit dans une lutte géopolitique. En fait, nous, on n'est que de... Donc, qui est derrière? Ouais. Hein? Qui est derrière? Dans beaucoup de cas, ceux qui ont pris le lead, ce sont les Russes. Okay. À travers et le gouvernement russe et Wagner. Et aujourd'hui, les Français ont rejoint. Parce que les Français ont compris qu'ils sont en train de perdre leur position. Donc, une manière de dire on va utiliser les mêmes armes qu'eux. Mais ils sont tellement en retard que ça va très vite. Vous vous rappelez quand Macron avait demandé au groupe France Média Monde, voilà, de les aider, et les journalistes ont dit non. Que ça, c'est pas de leur rôle. Mais on sait qu'après, il y a toute une machine qui est faite, il y a des recrutements qui sont faits dans pratiquement tous les pays pour pouvoir agir exactement comme les... Et moi, c'est ce qui me fait un peu peur, parce qu'on va arriver à une situation où, en réalité, on ne va plus envoyer un soldat aller imposer un ordre par la force dans un pays, mais on va utiliser le soft power. On va nous amener à nous entretuer, tout en espérant que nous réfléchissons par nous-mêmes. En réalité, nous ne sommes que des robots téléguidés. Et quand vous regardez ça, ça fait très très peur. Et il y a de gros moyens qui sont derrière. Alors oui, vous dites qu'il y a de gros moyens. Vous avez notamment cité 2 États, la Russie et la France. Il y a aussi que pour certains, il y a une officine religieuse derrière. Est-ce que dans les fake news, dans ce montage-là aussi, c'est une piste à explorer ou elle existe aussi? Oui. Une minute, Moussa Sawadou. Oui, je pense qu'il y a. Parce qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. La plupart de nos pays, nous sommes confrontés aussi à des acteurs multiples. Il y a des États à travers la géopolitique, mais n'oubliez pas aussi que notre Afrique, pour beaucoup de confessions religieuses, est devenue aussi un gâteau qu'il faut se partager. Et quand vous regardez, je ne vais pas citer de nom pour ne pas qu'on lance une fatwa sur moi, mais prenez la plupart de nos confessions. Non, nous, on est en train de faire un travail là-dessus. Prenez la plupart des confessions religieuses. De quelle obédience sont ces confessions religieuses-là? Quels sont les pays qui sont derrière? Quels sont les gourous qui sont derrière? Vous voyez? Et quand vous regardez ça, vous comprendrez que ce n'est pas que la géopolitique, mais il y a aussi la religion et la géopolitique vont ensemble aujourd'hui, parce que ce sont des intérêts. Mais malheureusement, nous n'avons plus une réflexion autour de ces questions-là. Et comme on ne réfléchit plus autour de ces questions-là, nous sommes menés en bateau. Il faut également penser à nos confrères qui sont tout le temps menacés et qui font actuellement objet de prise en charge psychiatrique ou psychologique. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais cette audience du tribunal de l'actualité s'achève donc sur ces mots. C'est la première de cette semaine. Nous avons évoqué les défis que doivent relever les médias dans ce contexte de crise sécuritaire, avec Moussa Sawadogo, journaliste, formateur en sciences et techniques de l'information et de la communication. Merci Moussa Sawadogo d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous. Merci au juge Bernard Boukman, merci. Merci, président. Merci à Geoffroy Varin. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous qui nous suivez sur True TV. Les auditeurs de Watt FM nous retrouveront bientôt pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage et courage à toutes nos forces combattantes ainsi qu'à vous tous, quel que soit votre front de travail et de combat pour les efforts quotidiens vers la paix. Le tribunal de l'actualité revient demain. Mêmes heures, mêmes antennes, avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.